Salut à tous les amis, salut les gens. Écoutez, on va revenir sur une polémique sur la vidéo Copy Comique qui a été mise sur les réseaux sociaux par cet internaute qui se fait appeler Ben, entre guillemets. Bon, moi je dirais Ben ou Copy Comique, bon, on se comprend. J'ai avec moi pour ce débat qu'on va élever au-dessus des pâquerettes et des coquelicots, monsieur Frédéric Canache, directeur des Blancs-Manteaux, théâtre des Blancs-Manteaux, théâtre connu dans Paris et dans le monde, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour d'abord, comment allez-vous? Très bien, ma foi. C'est vrai. La politesse avant tout, c'est la moindre des choses. Donc Frédéric Cagnache et de l'autre côté l'hémisphère sud, monsieur Essimi Mévégué. Voilà. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Oui, très très bien, il fait beau aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer. Voilà. Donc des illustres esprits. Essimi qui est journaliste, c'est ça? Où ça? Sur quel média? Sur une chaîne de télé qui s'appelle YouBiz News TV, une chaîne d'infos et de divertissement, et aussi sur Canal Plus Afrique, où j'interviens dans l'émission Ciné Le Mag sur l'actualité du cinéma. Le cinéma qui est un peu votre spécialité quand même. Vous êtes un grand cinéphile. Pas que, je suis journaliste culture et société, mais c'est vrai que je traite de l'actualité du cinéma depuis à peu près presque 20 ans. Voilà, vous avez vu, donc j'ai des grands quelqu'un à côté de moi. Alors on va attaquer directement le sujet, parce que voilà, il y a cette polémique, on en parle, et moi personnellement je trouve qu'on ne trifouille pas assez. Donc on va s'exprimer, puis c'est bien d'avoir des avis extérieurs, tout simplement. Alors, pour cette vidéo, je vous dis directement que j'ai contacté des gens qui ne voulaient pas, des humoristes, d'autres intervenants. Donc je ne sais pas si ça flippait ou pas, mais j'ai eu beaucoup de noms. Donc je me suis dit, on va prendre ça, on va faire une sorte de regard extérieur par rapport au sujet, à la polémique. Et on va s'exprimer et on verra si vous êtes d'accord avec nous, si on a approfondi, enfin on va survoler tout ça. Voilà. Alors, tout d'abord pour commencer les amis, est-ce que cette polémique tombe à pied nommé, comme on dit? Parce que c'était à la fois surprenant, mais on sait aussi que c'est un sujet tabou. Frédéric. Exprimer comme ça, oui, c'est tabou. Mais le phénomène n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau du tout. Bon, selon la manière dont on le fait, soit c'est à un moment donné, on appelait ça un hommage. Ouais. Une citation, c'est-à-dire un hommage, là, à ce moment-là, c'est avoué et dit dès le départ, en disant ça nous arrive à tous. Je vois les spectacles qu'on joue, notamment au Blancs-Manteaux, il y a des gags qu'on reprend, mais ils sont pleinement assumés. Ouais, Ils disent tous que c'est un hommage. C'est un hommage et c'est une référence à... Et de toute manière, l'imagination, ce qu'on appelle l'imagination pure, n'existe pas. Oui. On ne fait que... moi, on j'appelle ça s'inspire, recycler. on s'inspire. On est très écolo finalement dans l'humour. Alors, c'est vrai que oui, en tant qu'individu, on s'inspire toujours dans nos existences, et c'est normal, et même dans les arts. Volontairement ou involontairement. Ou involontairement. Oui. Par exemple, là, on parle de l'humour. Dans la musique, on s'inspire. On sait que dans les années yéyé, années 70, beaucoup d'artistes, chanteurs ou chanteuses reprenaient des sons américains, par exemple. Oui, Voilà. bien sûr. Mais eux, ils ne l'assumaient pas, ils ne le disaient pas. D'accord. Donc ouais. alors ça c'est quoi? C'est du vol, c'est du plagiat? Non, Ou c'est pas du plagiat. Alors, pardon, juridiquement, ça n'est ni du plagiat ni du vol à partir du moment où on verse des droits d'auteur à l'auteur original. D'accord. Là, les yéyés, notamment, ont payé des droits d'auteur aux Américains, notamment la fameuse maison de production Tamla Motown. Les Temptations, ils ont dû bien gagner avec la Claude France, François. bien sûr. Tout à fait. François, même les autres. Oui, les Richard Anthony et consorts. Bien sûr, oui. bien sûr. C'est exactement ça. Alors, est-ce que c'est culturellement, c'est français ça? C'est un problème franco-français de prendre, de s'inspirer? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est plusieurs pays qui le font, mais parce que c'est la culture américaine est une culture de masse qui domine le monde, donc qui a réussi à faire propager sa culture sur le globe. Ouais. Donc à partir du moment, ça a inspiré beaucoup de personnes à travers la planète. Une culture dominante, puisque. Alors oui, par rapport. Alors attention, par rapport à l'humour. Au niveau de l'humour, stand-up. Oui, au niveau de l'humour, oui. Attention. Non, parce que là, on était sur la musique. Bon, la musique, oui. Sur l'humour, non. Sur l'humour stand-up, oui, mais pas sur la comédie française, quoi. Parce qu'il y a une tradition ici.
Et Tout c'est à fait. tout l'inverse qui se Ouais. passe. Ouais. C'est Même les tradition. Américains rachètent notamment au niveau du cinéma, Mhm. les comédies Les françaises comédies sont françaises rachetées. Bah, l'un des plus connus, c'était les Visiteurs, où c'était racheté. Mhm. Oui, il y a Ch'tis, les ch'tis aussi. C'est Will Smith, hein, je crois, qui avait Qui a acheté les droits. les Ouais, droits mais et qui finalement a abandonné le projet. Ouais. Et Donc, puis il y a le film avec Omar Sy et Intouchable. Intouchable qui a été adapté. Ah, Ça a été qui a sorti été adapté. Avec D'accord. Kevin Hart. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc, voilà. Non, Ouais, non. c'est vrai que dans l'humour, c'est pas si évident que ça, c'est surtout les Américains. Beaucoup d'Américains viennent Et adapter les films, les grosses comédies françaises. il y avait. Ouais, tout à fait. C'est Alors un en peu ça. France, effectivement, ça choque parce que il y a un certain nombre d'artistes. Le problème, c'est que quand il y a une polémique ou un phénomène, il n'y a pas une seule cause. C'est pas uniquement parce que les Français, il y a des jeunes qui l'ont dit pour simplifier abusivement. Ils ont dit, bah oui, mais les artistes français pillent les artistes américains. C'est pas tout à fait vrai. Il y a certains artistes qui l'ont fait sans avouer qu'ils prenaient des gags, et notamment c'était des artistes qui n'étaient pas des humoristes à la base. Hein. Ouais, Hein, le ouais. premier qui s'est fait accrocher, c'est Arthur, pour ne pas le nommer, Mhm. où on a dit, ah bah oui, mais il a piqué des gags de... alors, comment il s'appelle cet Surtout sur artiste américain. Oui, surtout c'était sur l'émission de télé, carrément, voilà. carrément une partie d'émission de télé, ouais. Et aussi, c'était dans son One. Hein, Ouais. son One. Mhm. Le problème, c'est qu'Arthur n'est pas Pas un humoriste, à la base. c'est un animateur. Animateur, déjà. Et donc, il n'a pas forcément, lui, la capacité d'écrire. D'ailleurs, je crois que son spectacle, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est vraiment. des auteurs sûrement qui Ce ont sont dû des le. auteurs, on ne le Et sait surtout, pas. c'est même pas, c'est un stand-up. C'est pas Et vraiment. voilà, voilà, et c'est un stand-up. Donc, je dirais que c'est très tentant d'aller s'adresser aux références dans le domaine, c'est les Américains. Ouais. Le problème, c'est que en France, on a mal compris le stand-up à l'américaine. Le stand-up, ça dure très peu de temps, ça dure normalement un set de stand-up. Aux États-Unis, ça dure quoi 10, 15, allez, 20 minutes maximum. Ouais. En France, on veut faire 1 heure ou 2 heures. Parce qu'ils ont vu certains humoristes stand-uppers traditionnels aux États-Unis, par là, Eddie Murphy, Dave Chappelle, Tous les grands, quoi. tous les grands, Tous les grands. faire des spectacles d'1 heure, d'1 h 10, Ouais. mais sachant que eux, ils faisaient du stand-up, mais aussi ils jouaient des personnages aussi. Ils faisaient un mélange, ça partait du stand-up, ça jouait un personnage, ça revenait au stand-up, ça Alors, repartait. il y a aussi sur un le fait que personnage. souvent dans C'est les, comme ça. il y a aussi le fait que souvent dans les programmations théâtrales, on demande souvent aux humoristes de jouer 1 heure, de donner 1 heure, 1 heure 15. oui. Sachant qu'aux États-Unis, c'est vrai que c'est dans les comédie clubs, c'est 20 minutes, pas plus, une efficacité assez courte. Mais c'est vrai que dans les programmations ici, dans l'Hexagone, c'est 1 heure, 1 heure 15. Donc c'est pour ça, ça peut saouler, ça paraît un peu des fois lourd. Mais aussi, il faut savoir aussi que les grands humoristes américains, notamment afro-américains ou même Jerry Seinfeld et tout, avant qu'ils arrivent à arriver sur scène à faire leur spectacle d'1 h 10, hein, c'est maximum 1 h 10, vraiment 1 h 1, Exact. il y a vraiment véritablement du travail. Il y a des travail. ans, il y a Exactement. des travail, C'est pas comme, voilà, il y a c'est rien, ça. quoi. Ouais. C'est vraiment, ils s'essayent au café-théâtre pour peaufiner leur vanne et tout. Et dès qu'ils font, même si, dès leur premier spectacle, parce qu'on a l'impression qu'ils sont novices, ils ont fait quelques petites vannes et puis ils montent tout de suite sur scène. Non, Eddie Murphy, c'est café-théâtre. C'est Dave ça, Chappelle, c'est ça. C'est vraiment café-théâtre. C'est des séries de bouts de Chris sketch qui ont Rock, été c'est- travaillés. ouais, oui. C'est café-théâtre et tout. Donc voilà. Alors, il y a un point qui a été cité tout à l'heure, qui était très bien, qu'il fallait appuyer, c'est le côté pénal. Parce que aux États-Unis, alors, on va dire que culturellement, c'est sanctionnable dans le sens où on est banni, quoi. On a le panneau, c'est cuit. Mais en France, j'ai l'impression que, sans plus, c'est comme une parole qu'on dit qui rentre dans l'oreille et qui ressort de l'autre côté. Voilà, on a survolé ça et puis on est excusé. Et on continue ce travail-là. Mais aux États-Unis, vous êtes fichés. Vous êtes vraiment sur la blacklist, comme on dit. Je pense que c'est beaucoup plus rapide à condamner aux États-Unis. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps en France. Là, on voit avec la polémique Gad Elmaleh.
il y a eu une cérémonie des Globes, là, Oui, et oui. il a squeezé le photocall et la presse. Passer entre les gouttes, Il n'a quoi. pas voulu C'est un peu s'exprimer, ça, donc la ça veut technique. dire que quand même il se sent, voilà, ça commence à frémir. Il y a des personnalités comme Yann Moix de télévision qui ont commencé à parler. Ouais. Je pense que ça va mettre un petit peu plus de temps, mais c'est comme MeToo, quoi, en fait. Ouais. C'est le même processus. De toute manière, c'est aussi culturel. Hein. Ouais. Ce temps. En France, on a tendance à... les phénomènes sont plus lents à démarrer, Ouais. ils sont plus lents à s'arrêter aussi. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, c'est la culture de la vitesse et de, T'es de pris, la ben, réactivité. c'était la réactivité. T'es pris, ben, t'es éliminé tout de suite. Effectivement, tout à l'heure, là, en introduction, tu parlais de l'aspect pénal. Oui. Effectivement, d'un point de vue juridique, on parle de contrefaçon. Hein, selon C'est vrai. la loi sur la propriété intellectuelle, ça serait de la contrefaçon. Le problème, c'est que, comme on est dans l'humour, on est un peu dans comment dire, pris entre deux notions. C'est donc la contrefaçon qui est répréhensible et le droit à la parodie qui est sacré. Ouais. Donc, comme on est dans l'humour, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que culturellement en France, le fait de reprendre, mais à sa sauce, le gag d'un autre, parce que c'est pas ce qu'on protège en France en tout cas, c'est le spectacle tout entier. C'est pas une blague, c'est pas une idée. Ouais, c'est pas une idée. Mais aux États-Unis, c'est une blague, c'est une idée. C'est vraiment oui. unitaire. Bah oui, absolument. Telle vanne, tu es pointé. Voilà. C'est ça, en fait. Et là, juridiquement en France, le droit n'est pas tout à fait le même en France. Et du coup, c'est pour ça aussi que, bon, on en fait un peu moins cas. Bon, c'est aussi parce que il y a des intérêts quand même économiques. Et beaucoup, Quand même, hein. puisque les gens ont fait leur carrière là-dessus, il y a de l'argent, il y a des gens qui sont partis voir aussi les spectacles. Aux États-Unis, ouais. Donc je pense que c'est un peu ça. Ou alors, ils possédaient les DVD ou les cachettes VHS à l'époque, NTSC Tout à fait. qu'on ne pouvait pas regarder, mais qu'eux, ils allaient aux Exactement. États-Unis et qu'ils avaient des magnétoscopes adaptés pour regarder les cassettes. Exactement. NTSC. Et justement, c'est ça l'avantage d'Internet, c'est que maintenant, Ouais, maintenant, oui. on ne peut plus. Non, Et Justement, puisqu'on parle de l'aspect économique, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Quand on compare le marché français et le marché américain, oui. en termes de conséquences économiques, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. non, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que bon, les Américains, bon, certes, ça les embête un peu. Mais bon, ça pourrait changer. en termes de manque à gagner, Ça pourrait changer, c'est pas notamment avec la plateforme Netflix. Je pense que comme les spectacles, aussi, ouais. que c'est maintenant vu dans le monde Oui, entier. et là, qui ça s'ouvre va- aussi. Voilà, qui s'ouvre. Ouais, Là, c'est- ça ouais, va être c'est- totalement différent. Là, ça va être un autre regard. Si Ouais. l'humoriste américain, ils se disent, ouais, mais c'est un petit marché, la France, ça n'aura même pas énormément sur un certain cible de public, ils vont pas trop se plaindre. Mais avec Netflix, ça touche le monde francophone. Ouais, Ça touche ouais. le monde Netflix entier. qui grandit. Et en plus, on peut sous-titrer les spectacles maintenant. Donc là, Moi, je dirais on est que, sur autre chose. Moi, je Non dirais quand même que la France, je pense que oui, ça va toucher, mais ça reste encore marginal. Et de toute manière, la France, on a une culture très forte. C'est l'agriculture village gaulois. C'est-à-dire, en fait, on fait notre truc dans notre coin. Et puis, puis à la limite, ça nous plaît bien quand même D'accord. d'aller piquer des trucs aux Américains. Donc c'est culturel. Non, franchement. Donc c'est franco-français. Il y a un petit côté, c'est pour ça que ça passe, quoi. Ouais. Mais Alors. faut pas abuser quand même. Voilà, faut pas abuser. Ah oui, mais c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien, mais enfin. Oui, parce qu'ils l'ont bon, tous fait. Ils l'ont tous fait. À consommer avec modération, c'est ça? Ouais. Oui, Ouais, voilà, ils l'ont tous ouais, fait, ils l'ont c'est tous ça, c'est comme. Tout le voilà, monde. Bon, on n'a pas mis de verre devant nous, mais bon, c'est. Et pourtant, ça fait des bulles. Voilà. Alors, techniquement aussi, pour revenir sur l'aspect personnel, c'est-à-dire sur l'humoriste, moi qui étais humoriste à l'époque, hein, j'ai traîné mes guêtres, je sais que ça traverse l'esprit de voler une vanne, de s'inspirer. Parce qu'il y a le manque de créativité, voilà. Oui, parce que on a c'est fait- difficile, l'écriture. C'est difficile, il y a de la trouver des concurrence, vannes, il faut trouver de la matière, c'est les commandes. Et c'est vrai que ça peut traverser l'esprit.
alors on a ce souhait que on ne se fasse pas attraper. Ou alors on trouve des subterfuges pour juste détourner les références ou décaler, mais on le sait. Et surtout, ce concept de vol de vanne, donc que Comique dénonce, se fait aussi non seulement par les grands, mais aussi intramuros, c'est-à-dire qu'entre les humoristes aussi dans les comédie clubs. Et malheureusement, le phénomène est que le premier qui a la lumière sur lui s'accapare le droit de la vanne. Et ça, c'est le plus frustrant. Et donc, pour revenir un peu aux grandes pointures qui prennent parfois les vannes de grosses pointures, c'est pas que ça, c'est aussi ces gens-là qui vont dans les cafés-théâtres parfois, qui vont un peu découvrir, et justement qui peuvent faire ce vol à l'étalage humoristique. Et ça tue un humoriste. C'est ce qui peut se passer. Est-ce que toi, Frédéric, tu as vu ça un peu? Tu as pu... Ce phénomène-là, il y a l'un des premiers à ma connaissance. Moi, je me considère encore jeune dans le métier. Même si maintenant, je commence à devenir, grâce à toi, une référence. Malgré tout, notamment Michel Leb, quand il a repris, quand tu as parlé de Jerry Lewis. Voilà, il a repris le sketch de la machine à écrire de Jerry Lewis. Pour toi, ça c'est plus un hommage ou c'est... C'est un hommage. C'est considéré comme un hommage. C'est un hommage. Parce que tout le spectacle, il n'a pas tout pompé. Il n'a pas tout pompé le spectacle. Le sketch, c'est un copier-coller du sketch de Jerry Lewis. Mais il le fait très bien. D'accord. Et puis il l'a assumé en disant oui, c'est un hommage. Et c'est vrai que Jerry Lewis méritait un hommage comme ça. Il le fait très bien. Donc effectivement, Michel Leb, et pour autant, Michel Leb n'est pas atteint par cette polémique. En fait, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Là, à l'heure actuelle, c'est plus dans ce qu'on appelle la jeune génération. Parce que Michel Leb, maintenant, fait partie des anciens. Tout à fait. Et puis, c'est l'ancienne école, comme on dit. Désolé, cher Michel Leb. C'est la old school. Non, c'est old school. C'est old school. Voilà, il fait partie des références. Voilà, donc, mais c'est parce qu'en fait, on est dans un marché qui est concurrentiel au niveau de l'humour. Il y a beaucoup de jeunes, moi j'appelle ça l'effet de l'émission de Ruquier, où on a décidé il y a eu un emballement de la part du métier, et les professionnels ont leur part à prendre dans ça, parce qu'ils ont marché dans le truc. Alors, c'est-à-dire quoi? Il faudrait limiter la tendance? Il faudrait éviter dans les programmations de mettre trop de stand-up? Une véritable sélection d'abord. Alors, la sélection se fait, il faut laisser simplement faire la nature. Un humoriste, un artiste, quel qu'il soit, tout bien, il faut 10 ans pour le former. D'accord. Il n'y a pas d'école. 10 ans, les gars. 10 ans. 10 ans. Moi, je le vois. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure dans nos apartés. J'en connais qu'une qui a mis moins de 10 ans pour se former, c'est Caroline Vigneault. Ok. On dit les noms, on n'a pas peur ici. On va dire les noms. Elle a pris le métier à une vitesse phénoménale parce que c'est une surdouée. Oui. Voilà. Et puis c'est une bosseuse. Elle a bossé 2 fois plus que les autres, c'est tout. Mais franchement, écrire des vannes, trouver, exister, avoir son style, la matière, aller sur scène, la mise en scène, comment on se positionne sur scène, tout ça. Le travail, apprendre le métier de comédien et être seul sur scène, c'est le style le plus difficile. Tout à fait. Parce que c'est du rythme, parce que c'est de la présence, parce que c'est plein de choses, il faut avoir l'originalité. Ne jamais baisser la garde. Et le problème, si tu en demandes à des jeunes qui sont d'arriver à être au niveau des plus grands, qui eux ont mis 10 ans et même plus, 10, 15, 20 ans. Et c'est pas possible. Donc forcément... et puis quand on vit dans une sorte on est dans une communauté humoristes, forcément, il y a des idées, qui peuvent se croiser. Elles apparaissent soit parce que ils travaillent entre eux, ils se voient, ils se côtoient. Il y a des tendances, oui. Il y a des tendances, et puis il y a aussi le phénomène que les idées, comment protéger une idée? Le problème, c'est que les idées, elles apparaissent en même temps. Il suffit de regarder. Alors là, il faut replonger l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Les pyramides, on en a vu chez les Mayas et chez les Égyptiens. Des similitudes et tout ça, oui. Voilà, donc, les esprits se rencontrent. C'est des idées qui sont apparues au même moment.
Il y a aussi le phénomène pour la nouvelle génération, c'est avant l'explosion d'Internet et tout, c'était beaucoup les DVD, quoi. Des spectacles, des émissions. L'humour un peu banlieue, un peu urbain a commencé au début des années 90 avec un show qui s'appelait Living Color. Oui, des frères Wayans. C'était un show qui était sur la Fox aux États-Unis. Ça a inspiré d'autres émissions comme le Def Comedy Jam, une émission qui a révélé les Dave Chappelle, les Chris Tucker et tout ça. Émission dont s'est inspiré le Jamel Comedy Club, Tout à fait. qui a acheté les droits quand même, parce que sinon il se faisait attaquer, parce que là c'est Oui, carrément là, le concept. c'est le Là, concept là, de là, l'émission, c'est le concept de l'émission. Mais je Il rappelle avait toujours, et je le mettrai en mot-clé, qu'il y avait des plateaux d'humoristes qui existaient bien avant. Oui, bien sûr. Non, mais Tout là, simplement. là, on parle Mais de. on appelait ça des plateaux. En France, exactement, Voilà. plateau d'humoristes. Là, on parle des émissions. Donc, Des émissions. Voilà, plutôt. Donc le Jamel Comedy Club qui s'inspire du Def Comedy Jam de Russell Simmons, que lui-même s'est inspiré à la base du Living Color de Keenan Ivory Wayans, qui a révélé les Jamie Foxx, Jim Carrey. Jim Carrey, donc voilà, Exact. même Jennifer Lopez, elle a commencé dedans en tant que danseuse, les Fly Girls. Donc ces émissions-là, nous, à l'époque, on est dans l'incapacité de les voir parce qu'il fallait aller aux États-Unis. Ceux qui avaient les moyens d'aller aux États-Unis, ramener les cassettes en NTSC. Et c'est comme ça qu'on avait écho de l'existence du show. Des shows et qu'ils pouvaient écrire derrière et que le public français n'était pas au courant. Alors ça, c'est un phénomène télé. Oui, ça c'est le phénomène télé, mais qui a inspiré aussi les jeunes stand-uppers qui Bien sûr. regardaient Ah, ces bien sûr, spectacles-là et qui sont montés après sur les. De toute façon, on s'inspire de tout, hein, on prend de tout, hein, Ils même sur les shows. Pour écrire leur texte, trouver les vannes, ils adaptaient leurs vannes. Absolument. Ils traduisaient les vannes en français, mais ils mettaient des adaptations. Ah, Il y a un grand humoriste qui a carrément réadapté un spectacle de Eddie Murphy, Delirious. L'un des premiers spectacles de Eddie Murphy. C'est qui l'humoriste? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta tension artérielle, est-ce que ta tension artérielle ou ton rythme cardiaque augmente? Non, c'est Copy Comics, il avait pas encore parlé de ça, je suis juste. C'est vrai. Eh, mais Copy Comic, on ne sait pas qui tu es, hein. Non, On sait non, pas il qui a tu es. pas encore- il a Je pas encore- comprends il a ta pas encore stratégie. repéré. Il n'a pas encore repéré. Et c'est incroyable qu'il n'a pas encore repéré. Et moi, je peux pas. Mais il faut quand même, applaudir, je ne sais pas, mais c'est vrai que le Copy Comic, là, était efficace, hein, sur Non, mais ce travail Copy de fouiner. Copy Comics, il a dit tout haut ce qu'on savait déjà, et que ça circulait depuis des années. Mais On c'est savait- tellement tabou. On le savait Ça depuis sent des le tabou, années, ça. mais on se disait, bon, ça... Et il le sort à un moment où personne s'y attend, Copy Comics. Tiens, il fait une vidéo, ah tiens, alors que ça fait plus de 10 ans qu'on savait, ah ouais, l'autre il a pris... Plus que ça. Oui, plus non, que mais ça. pour la nouvelle génération, quoi. Et voilà. Lui, il a pris là-dessus, ah ouais, lui, Dave Chappelle, ah ouais, lui, machin, ah ouais, lui, Block Party, ah ouais, lui, C'est vrai qu'il y en a qui ne se sont pas foulés, hein. C'était le buffet, ils se sont servis, et c'est ça qui fait mal. Parce que moi, j'étais journaliste presse écrite à cette époque-là, et moi, j'étais un fan justement des Chris Rock, surtout de Dave Chappelle, le Dave Chappelle Show, vraiment l'émission qui a vraiment réinventé le stand-up urbain. Donc ça sortait en DVD aux États-Unis, quoi. Donc les mecs, ils prenaient ça, ils amenaient ça ici. Donc moi, je savais, quoi. Mais bon. Alors, Donc, voilà. pour revenir à la polémique, est-ce que vous ne trouvez pas que le fait de dénoncer tout ça, ça diabolise encore plus le stand-up? Parce que déjà, le stand-up, en arrivant, pour moi, ça m'a fait penser à l'époque comme le rock'n'roll. Quand c'est arrivé, c'était diabolique, ça fait flipper tout le monde. Et là, j'ai l'impression que ça salit encore l'image du stand-up. Moi, ça va faire, je pense que ça va faire un écrémage. Et je pense qu'il était important d'informer le public, parce que le public ne savait pas. Donc ça va être, je pars sous ton contrôle, je sais pas, le public va être de plus en plus exigeant, je pense. Bah, il est déjà. Hein. Oui, il est déjà, mais sur le stand-up, il n'était pas. Mais la cible, tu vois, l'humour banlieue, il n'était pas très exigeant. Il était pas. Ils avaient le rire facile. C'était léger, on survolait. Ils avaient le rire facile et beaucoup ont fait carrière sur ça, sur le rire facile et sur l'ignorance et la naïveté du public. Là, avec Copy Comics, ça va être un public beaucoup plus exigeant. Qui sera. Oui, effectivement. Qui sera aussi exigeant que le tien, aussi exigeant que le tien, ou du point virgule, ou ton théâtre de blanc manteau, là, oui. Je pense que c'est un public exigeant. C'est un public qui est exigeant. Bien sûr. Cette exigence-là, elle n'était pas encore arrivée dans le public
des quartiers populaires qui aiment ce genre d'humour. Donc là, avec Copy Comics, l'exigence va être de mise. C'est même pas, je dirais que le problème du stand-up, à la française, je précise. Oui, bien sûr, à la française. C'est vraiment à la française. Oui, bien sûr, à la française. A été confondu avec le style du one man, one woman show. Ce qui est pas la même chose. Oui. Parce que c'est pas les mêmes écoles. C'est pas les mêmes écoles. C'est pas les mêmes la écoles. même façon d'écrire. Tout à fait. C'est pas non plus la même exigence en termes de prestations scéniques. Oui, parce que le stand-up, c'est pas les comédiens, c'est les mecs qui racontent leur vie. Voilà, c'est normalement le stand-up, c'est un style aux États-Unis inventé par des présentateurs télé Oui. qui ont commencé à balancer des vannes. Et en balancer pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10, 15 ou 20. Mais rarement plus. Ouais. Rarement Bon, plus. on le voit, ça continue aujourd'hui avec Jimmy Fallon quand il fait ses introductions. Voilà. Je dirais même aussi dans les cabarets, aussi les grands shows de Las Vegas. Déjà, les gens, tu vois, les Rat Pack et compagnie. Et c'était plus, d'ailleurs, le stand-up aux États-Unis, c'est plus un style d'enchaînement dans une soirée. Oui. Entre deux artistes. Ouais. C'est pas un fait en soi, c'est pas un sujet. Un spectacle tout seul. Ici, 10 minutes, il s'en va, l'autre performe. Autre chose, voilà, un magicien ou peu importe. Il revient, D'accord. et le truc. Voilà, et il balance des vannes. Voilà. Alors qu'ici, on veut en faire un artiste vedette. C'est pas la même chose. Et je dirais même. Et ils ne sont pas formés. Les artistes français de stand-up ne sont pas formés à la scène. Il y avait cette. C'est un métier qui s'apprend la scène. Comme je disais tout à l'heure, c'est 10 ans parce qu'on est tout seul sur scène et ça s'apprend. Comment occuper l'espace, voilà. Comme chanter, comme un artiste sur scène qui chante. Exactement. En plus, ici, on a cette culture de chansonnier à la base, qui est autre de la culture américaine. Oui. Ce qui fait que pouvoir intégrer ça, c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a encore. La qualité est encore moindre. J'ai l'impression que tu prends 10 stand-uppers ici et 10 stand-uppers américains. Tu verras nettement ce qu'il en est au niveau de la qualité. Tu parles des chansonniers. Alors, le problème, c'est que les chansonniers, d'abord, c'est un style qui est effectivement typiquement français, mais qui a été ringardisé pendant 20 ans. Et le stand-up essaie de prendre sa place. Mais sans cette exigence de formation... de formation professionnelle. C'était Trump qui t'appelait, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Il a entendu, il a entendu. Une question, les amis. Que pensez-vous du retour des humoristes dénoncés qui ont, entre guillemets, comme dire l'expression, un peu frôlé les murs et qui, pour moi, ne se sont pas vraiment, je dirais pas excusés, parce qu'il n'y a pas à s'excuser. Le mal est fait, mais justifié. Oui. Tu t'avances un peu vite, là. Faut attendre le temps. Laissez le temps au temps. Ça prend un petit peu plus de temps. Ouais. Faut pas. C'est pas fini cette histoire. C'est-à-dire qu'à l'instant où on se parle, c'est trop chaud encore. Faut laisser laisser macérer. un peu le temps. Oui, de toute manière. Bon, là encore, c'est une histoire de culture. Voilà. Les humoristes en question dont tu parles, qui ont, qui ont rasé les murs pour éviter... Comme des labradors. De répondre à la polémique. De répondre. Ben, ils savent bien que c'est comme les politiciens, c'est pareil. Quand on veut se reforger une vertu en France, eh ben on disparaît. On ne dit plus rien, on essaie de se faire oublier, voilà, on tente de se faire, et puis on revient après. Donc on aura des mea culpa dans combien de temps? 5 ans Non, c'est parce que il suffit, là, il y a la polémique de Gad Elmaleh qui en est au début. On ne sait pas où est-ce que ça va aller. Parce que, après, si ça gonfle, effectivement, cela aura des dommages collatéraux. Donc, ceux qui seront impactés automatiquement. Puisque si y a un gros poisson qui tombe, les autres, on va leur poser la question aussi. Donc, voilà, ils sont impactés. Il y en a qui attendent tranquillement leur tour en disant si un gros poisson tombe, ça fera une place. Donc il y en a encore plein là qui sont en train de flipper là. Ça dépendra ça va dépendre de l'affaire Gad Elmaleh. Notamment, tu parles de Gad Elmaleh, mais Gad Elmaleh, lui, il a développé sa carrière cinéma, donc. Oui, mais il a un gros contrat avec Netflix. Oui. Et en plus, tu sais qu'il fait maintenant ses one-man show en anglais. Oui, il a commencé un peu une carrière américaine.
on attend la réaction de Netflix. Oui, bon. Parce que les humoristes américains, là, comme je te disais tout à l'heure, les humoristes américains, le village gaulois, bon là ça reste le jeu. Mais le mec qui fait Netflix, en plus il fait ses spectacles en anglais pour toucher un large public, il fait le tour du monde. Là, je pense qu'il y a certains humoristes. Ça va pas se passer comme ça. La notoriété est un rempart, en fait. Ça permet aussi de. Voilà, c'est comme un gilet pare-balles. Les humoristes américains, ils voient le mec chez Netflix faire ses spectacles en anglais, faire le tour du monde. Là, à mon avis, là, ça va chauffer, là, ça va pas rester comme ça. Clic, clic, je n'ai plus de base. C'est Netflix qui va décider, en fait. Si Netflix rompt son contrat avec Gad Elmaleh, ou si voilà, il continue. Tout va dépendre de ce que va faire Netflix. Netflix, venez en France, là, venez prendre. Il y a plein de talents, vous qui êtes ouverts, là. Venez dans l'Hexagone. Ils n'ont pas encore Aucun pris de souci. décision. Ils n'ont pas encore réagi. Donc c'est eux qu'on attend. Moi, c'est eux que j'attends. Quel communiqué, comment ils vont réagir, comment ils vont se positionner par rapport à l'affaire Gad Elmaleh. De toute manière, alors faut se méfier de Netflix. Je dirais, à mon sens, le vrai juge de paix, ce ne sera pas un opérateur, même si ils ont une influence énorme du fait de leur poids économique. Non, mais s'ils coupent déjà le compte, s'ils stoppent mais c'est, à mon sens, ce qui va faire la différence, c'est le talent et la créativité des artistes eux-mêmes. Et le public aussi. S'ils montrent qu'ils sont capables de créer, d'avoir une vraie inventivité. Non, mais je parlais pour le cas de Gad Elmaleh. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ouais. Mais je dirais, non, mais je préfère repositionner d'une manière un peu plus globale. Là, on est sur un cas d'espèce. On est sur un cas d'espèce là. Moi, je préfère repositionner d'un point de vue plus général, c'est-à-dire, c'est un peu. Moi, je considère que dans notre métier de l'humour, qui est très concurrentiel, parce qu'il y a beaucoup de candidats et finalement très peu de place. Donc, il y a plein de petits poissons qui veulent se faire une place. Qui aura les plus grandes dents, on ne sait pas. Et pour moi, les dents, les vraies dents, c'est pas déclencher une polémique, c'est la créativité. Moi, je dis aux artistes, défendez-vous avec vos armes, c'est-à-dire votre créativité, votre sens de l'humour, votre capacité à l'écriture. Et c'est ça qui fera la différence. Donc, il y a une précarité ici de la créativité dans l'Hexagone un peu. Mais je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, la polémique permet aussi d'éduquer un certain public qui n'allait pas dans les salles, de théâtre, et que grâce à ces stand-uppers et tout, sont allés dans les salles. Mais maintenant, venez voir ce que font les autres. La polémique va les éduquer à être beaucoup plus exigeants. Oui, et d'être beaucoup plus ouvert. D'être beaucoup plus ouvert. C'est ça qu'il faut. Moi, je dis au contraire, c'est très bien. Moi, je considère que il y a des fois, il faut laisser faire la nature. Il faut laisser faire la nature, vous allez voir. Copie comique, c'est bien. Hein, tu as entendu la nature, c'est bien. On ouvre. Bon, très bien, les choses, oui, c'est comme ça. Bon, et alors. Je parie, c'est un écolo, copie comique. Réponds. Ça, c'est un vrai problème, par contre. L'anonymat sur Internet est un vrai problème, parce que justement, ça fausse le débat. C'est très facile de dire des choses, de dénoncer des choses en étant, de donner un avis en restant dans l'anonymat, parce que c'est la porte ouverte à tout. Quand même, mais lui, vaudrait mieux pas qu'on sache qui il est. Hein. Comprenant sa stratégie, oui, je pense que... Tout dépend s'il est dans le métier ou pas. Lui, il est dans le métier. On ne sait pas. Il dit qu'il est dans le métier. C'est ce qu'il dit, mais est-ce vrai? Bon, s'il voyait un humoriste avec un masque, voilà, vous saurez qui c'est. Si tu veux le contacter, Delo, sur Twitter, tu peux en DM. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, Copy Comics, c'est grâce à toi qu'on parle de ça, donc voilà, t'as jeté une pierre dans la mare. Voilà. Nous, on fait les auréoles et on continue. Voilà les amis, écoutez, on a fini. On n'a pas tout pu survoler parce que c'est très vaste, mais on a essayé d'aller sur les axes principaux. Voilà, on verra. Donc, mettez vos avis, mettez vos critiques. N'hésitez pas, le droit d'expression, utilisez-le. Et tu as un mot à dire encore? Oui, juste un mot. En tant que professionnel du métier, moi, j'aurais quelque chose à dire aux professionnels du métier. Exprime-toi. C'est quand même, c'est peut-être aussi aux professionnels de ne pas marcher dans certaines embrouilles, on va dire. De ne pas accepter de dire aux artistes qui rentrent dans ces facilités-là, de leur dire, attendez les gars, ne
le faites pas. Mm. Ou alors, dites-le. Après tout, dites que c'est un hommage. Hein. Mais moi, ça me gêne. Parce qu'en fait, on grille, on laisse les artistes faire certaines choses. Alors qu'en fait, normalement, que ce soit les producteurs, les directeurs de salles, tous les gens de l'ombre, devraient, à mon sens, prévenir les artistes en disant attention, fais gaffe là, parce que tu es en train d'aller dans une voie qui peut s'avérer non seulement dangereuse pour toi, pour l'artiste lui-même, Bien sûr. mais aussi pour le métier. Et je trouve que là, les professionnels, à mon sens, n'ont pas fait ce suffisamment fait leur travail là-dessus. Enfin, certains le font. On a été Moi, trop perso, laxiste. On a perso, laissé. je le fais. Moi, j'ai des artistes, je leur dis attention, fais gaffe là, parce que tu dérives un peu sur certaines choses. Et je les préviens, sans censure. Te connaissant, je sais que tu as un petit peu ce côté pointilleux et c'est pas plus mal, hein, mais c'est vrai. Moi, je préviens. Moi, je dis toujours attention, faites gaffe, parce que bon. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un certain nombre de pros. Alors, je ne vais pas balancer des noms, hein, on n'est pas là pour ça. Oh, non, fait. Après tout, je reste derrière mon anonymat. Hein, mais je dirais, j'en profite pour dire, ben voilà, mes chers collègues, mes chers confrères, faites un peu plus votre boulot. Ne soyez pas notamment, je m'adresse aux directeurs de théâtre, ne faites pas de la location de garage. Mais c'est ce qui se passe sur Paris. Hein. Voilà, c'est un peu trop ce qui se passe. C'est de la location, c'est voilà. drive-y. Ayez une responsabilité artistique. Voilà. Voilà les amis, donc prochainement, si vous prenez des vannes, hein, VDV, vol de vanne, ben, prenez un certificat médical avec vous, ou je sais pas, un bordereau, un justificatif de domicile, ça sera pas plus mal. Voilà, donc c'était Delo, Frédéric Cagnache, directeur des théâtres des Blancs-Manteaux. On est ici dans le théâtre, donc venez dans cet établissement, il y a plein de pièces. Ouais, super. Voilà, de toute façon, ils vont sur les sites habituels, j'ai Biéréduc, ceci, cela. Et je termine avec Simi Mévégué que vous retrouvez dans son émission, vas-y. Alors, vous pouvez regarder la chaîne Newbiz News TV qui est quasiment sur toutes les box. Et puis, pour les téléspectateurs africains, vous pouvez regarder l'émission du cinéma qui traite de l'actualité du cinéma Ciné Le Mag sur Canal Plus Afrique. Oui, parce que l'Afrique, c'est chic, comme on dit. Et pour ceux qui veulent aussi approfondir le sujet sur le stand-up, il y a aussi mon documentaire Stand-up Made in France. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez ça et vous le verrez. Voilà, voilà. Allez, peace. Merci. Au revoir. Merci.